Notre choix de la rédaction, je vous disais tout à l'heure dans les titres du mercredi, porte cette semaine sur l'allaitement maternel. L'OMS recommande l'allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Des conseils loin d'être suivis en France, autour de 70% des femmes allaitant à la sortie de la maternité, et la Normandie tout en bas du classement des régions avec moins de 60%. Nous verrons dans un instant pourquoi avec notre invitée, Célia Levavasseur, pédiatre à la maternité du Belvédère à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. Mais tout d'abord, parole à deux jeunes mères rencontrées par Karima Saidi, Stéphanie Le Tournel et Alexis Molina-Mounier à l'unité Kangourou, l'unité des prématurés de l'établissement. Mathéo a 2 jours. Il a surpris tout le monde. Le nourrisson est arrivé plus tôt que prévu, à seulement 7 mois et demi de grossesse. Avec son kilo 9, le poids plume est le 4e d'une fratrie. Bonjour. Oui. C'est le 4e allaitement donc pour Vinciane, sa maman. Comment ça se passe pour lui, ce sein? On voit qu'il réclame, mais que quand je le mets au sein, il n'arrive pas spécialement à bien attraper. La jeune femme sait que les débuts peuvent être délicats. Je dirais que c'est naturel et instinctif, mais pas facile. Ce qui va être difficile, ça va être les douleurs. Quand il y en a, c'est vraiment le premier frein à l'allaitement. On pourrait baisser les bras parce qu'on est fatigué, émotionnellement, physiquement. Allaiter n'est pas inné, c'est un apprentissage. Pas la tête trop dans le creux, d'accord. Comme ça, il peut bouger sa tête. Et s'il est prouvé que le lait maternel réduit la fréquence et la gravité des maladies de l'enfant, ici les sages-femmes n'imposent rien aux mères. Si la maman hésite, si elle veut essayer, et puis qu'elle veut arrêter, et puis que finalement elle veut recommencer, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. En tout cas, l'important c'est de ne pas l'obliger, de lui présenter toutes les options possibles. Dans la chambre d'en face, Maëva démarre l'allaitement du petit Julien. L'implication de son compagnon est indispensable. Il faut soutenir. C'est un choix qu'on fait à deux. Tu m'aurais dit non pour l'allaitement parce que tu voulais donner le biberon, on aurait pu faire un tir allaitement et comme ça, c'était le lait maternel, mais papa... Oui, c'est ça. Donnez quand même un coup de main, on est pas là juste pour regarder. Une fois rentrées chez elles, les mères peuvent si besoin prendre rendez-vous pour une consultation en lactation. Comment ça va? Ça va. C'est toujours un peu dur. Mais seulement une poignée de soignantes peuvent assurer ces rencontres. Alors, il y a très peu de professionnels formés. Moi, dans mon cursus de pédiatre, j'ai jamais eu de cours sur l'allaitement. Donc, j'ai fait un diplôme supplémentaire d'1 an. C'est pas étonnant, nous sommes dans le pays du biberon. C'est culturel chez nous de donner le biberon. Manon Fork a justement suivi une formation de consultante en lactation. Cette infirmière assure des rendez-vous à domicile, en Seine-Maritime et dans l'Eure. Elle rencontre aujourd'hui une jeune hôtesse de l'air qui souhaite continuer à allaiter après sa reprise du travail. J'essaie un petit peu de tirer mon lait après une tétée pour faire un peu de stock. Cette maman opère sur des vols long courriers. Pour maintenir sa lactation, elle va devoir tirer son lait dans des conditions qui s'annoncent épiques. Je vais pas trop avoir le choix, soit d'aller aux toilettes pour le faire, soit on a un poste-repos, donc peut-être éventuellement si ça gêne pas trop les autres collègues autour. J'en ai déjà parlé avec plusieurs collègues qui le font plutôt de manière secrète, quoi, voilà, parce que c'est pas trop répandu, je pense, dans notre profession. La reprise du travail est souvent synonyme d'abandon de l'allaitement. Outre les conditions défavorables dans la majorité des entreprises, la durée du congé maternité joue un rôle. Il y a 6 semaines en prénatal et 10 semaines en postnatal. Cette reprise professionnelle arrive très rapidement et qu'il faut déjà tout réorganiser pour pouvoir s'adapter. L'UNICEF a classé la France à la 22e place sur les 41 pays de l'OCDE en matière de congé parental. Célia Levavasseur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes pédiatre en maternité depuis plus de 20 ans. Pour les femmes qui font le choix d'allaiter, c'est un vrai défi. On l'a vu notamment à la fin de ce reportage, notamment quand elles reprennent leur activité professionnelle. Est-ce que le monde de l'entreprise il est prêt? Pas du tout. Et là, l'exemple est vraiment parfait pour dire à quel point ça va pas être pratique pour elles. Mais il y a aussi des conditions difficiles quand on travaille au bloc opératoire, dans un endroit stérile. Donc c'est vraiment compliqué. Alors j'aime bien dire aux dames, mais est-ce qu'il y a des gens qui fument là où vous travaillez? Et souvent elles me disent que oui, il y a des gens qui fument, et les gens qui fument, ils arrivent à les fumer. Donc on pourra aménager
l'espace. On pourrait trouver le temps, on pourrait trouver le moment. Et puis il y a des lois, normalement, on a le droit à 1 heure sur notre temps de travail non rémunéré, sauf certaines entreprises, notamment la Matmut à Rouen. Il y a certains endroits qui ont valorisé cette heure pour tirer le lait ou aller donner le sein dans la crèche ou au bébé si la nourrice n'est pas trop loin. Alors il y a aussi des pressions de la société, je pense notamment aux hommes. Vouloir retrouver leur femme rien que pour eux, ça a des incidences pour certaines mères? Alors, dans un sens comme dans l'autre, il y a des papas qui veulent en effet avoir accès au sein de la femme, à leur jouet habituel, puisque dans notre pays, les seins sont un objet sexué, ce qui n'est pas le cas ailleurs. On est tous des cultures différentes. Au Japon, c'est l'arrière du cou, en Afrique du Sud, c'est l'arrière des fesses. Nous, c'est les seins. C'est les seins. Nous avons le sein est le plus représenté dans la publicité. Donc il y a des papas qui ne sont pas prêteurs du tout, et puis il y a aussi des papas qui obligent les femmes à allaiter, alors que c'est quand même le corps de la femme et c'est son choix dans les deux cas. Et on a des femmes qui nous disent mais moi j'ai pas envie mais mon mari m'oblige. Rapidement, le tabou de l'allaitement public, il y a même une campagne dans l'espace public il y a 2 ans. Est-ce que ça aussi ça freine certaines femmes? Alors elles me disent oui moi j'allaite pas parce que je suis pudique. Et je leur dis c'est vraiment dommage, c'est pas à vous d'être pudique, c'est à nous d'être plus ouverts. Donc les pays nordiques il y a des espaces exprès, donc chez Ikea il y a un endroit exprès pour allaiter. Et dans tous les autres pays nordiques, il y a des endroits. Donc c'est un vrai problème. Et aux États-Unis, il y a la cape oui, d'allaitement. On met autour comme une grande serviette avec un petit arceau et on peut voir son bébé pour se cacher. Alors il y a aussi des raisons historiques du désamour pour l'allaitement en France. Karima Saïdi nous en liste quelques-unes. Pour comprendre cette exception française, on va s'intéresser à 4 grandes étapes de notre histoire. D'abord, la monarchie. Les reines se devaient d'assurer un maximum d'héritiers au roi. Or, l'allaitement est considéré comme un contraceptif naturel. L'allaitement était donc peu préconisé pour elles, et elles plaçaient donc leur bébé chez des nourrices, un phénomène qui a été copié par la bourgeoisie et par le reste de la société ensuite, un peu comme une mode. La deuxième étape clé, c'est la révolution industrielle. Les femmes qui vivaient alors dans les campagnes vont venir s'installer en ville, travailler dans des usines. Vous les voyez ici dans une entreprise textile à Rouen. Et donc ces femmes vont elles aussi se détourner de l'allaitement. Des réseaux de nourrices vont être mis en place. La particularité en France, c'est que c'est l'État qui gère ces réseaux. Troisième temps fort, l'essor de la psychanalyse. Le mouvement est très puissant en France, notamment les thèses de Sigmund Freud. Et donc à partir du 19e siècle, les seins des femmes vont être érotisés, considérés comme des organes sexuels essentiellement. Et donc allaiter au-delà de quelques mois et devient mal lu, un peu incestueux même. Et paradoxalement aujourd'hui, voir ce type de publicité dans notre espace public, c'est assez banal. En revanche, voir ce type de pratique dans notre espace public, c'est tabou. Et puis enfin, le dernier temps fort, c'est l'arrivée du féminisme, porté en France par Simone de Beauvoir, un féminisme égalitariste. Elle a écrit dans Le Deuxième Sexe, l'allaitement est une servitude épuisante. À partir de ce moment-là, la femme allaitant, ce modèle, est complètement rejeté. Et puis une explication bien normande également, vous nous la donnez, Célia Levavasseur. Alors donc la Normandie est une des pires régions. On a 2 explications possibles. C'est des explications. On n'est pas des bons donneurs d'organes, on ne sait pas pourquoi, les Normands. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Mais on peut imaginer que le fait d'être loin des pays qui, eux, allaitent bien, les frontaliers, donc l'Italie, l'Espagne, tous les pays frontaliers, eux, ils allaitent plus que nous. Et nous, on est très 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 loin de ces pays-là, la Normandie. Et la deuxième raison, c'est que depuis des siècles, nos vaches sont réputées pour leur lait extraordinaire et que quand on a du lait bien nourrissant et qu'on n'arrive pas trop à allaiter, c'est tentant de donner un biberon. Merci beaucoup Célia Levavasseur pour votre expertise ce soir dans le choix de la rédaction, et je signale au passage votre 3e livre qui va sortir prochainement en janvier 2025, entièrement consacré à l'allaitement. Depuis la nuit dernière à minuit,